Alors, il est 18h30, donc on va commencer ce soir parce que effectivement c'est une belle thématique et nos intervenantes sont déjà là. On a 1 heure pour aborder la thématique, donc les personnes arriveront au fur et à mesure ce soir. Je vois que ça arrive encore. De toute façon, je prends 3 petites minutes là pour en début de session pour pouvoir vous présenter la Ligue. Donc, je vais partager hop, mon diapo. Donc, dans le cadre de la Journée mondiale, la Ligue a souhaité cette année mettre en place des webinaires sur toute la semaine de la Journée mondiale, ce qu'on dit, nous, donc de la semaine du 4 mars. Ça a commencé par lundi, par l'obésité et une maladie, où notre conseil de patients a présenté, voilà, qu'est-ce que l'obésité, ses causes, ses conséquences. Il y a eu hier les TCA et obésité. Ce soir, on a traitement de l'obésité. Demain, ça sera stigmatisation et obésité. Et on finira vendredi par sexualité et obésité. Donc, du coup, qui on est, nous, la Ligue nationale contre l'obésité. Donc, une association. On fédère une trentaine d'associations de patients sur le national. On a également des professionnels de la santé et des établissements de souhait. Euh, Qu'est-ce qu'on fait aussi? On a une ligne d'écoute qui s'appelle OB Écoute. Alors là, c'est toute personne qui se pose des questions sur son poids pour elle ou pour ses proches peut appeler même des professionnels de santé pour avoir en fait des informations. C'est une ligne qui est totalement gratuite et donc du coup, si jamais il y a des besoins, n'hésitez pas. On a également un organisme de formation où on propose des formations de type ETP, prise en charge diététique, sensibilisation à l'obésité depuis cette année et diverses informations. Donc, par exemple, il y a aussi les idées reçues de l'obésité. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur notre site internet si vous souhaitez vous former à qu'est-ce que l'obésité et même dans la pratique. On fait également de la sensibilisation dans certains collèges également et on a un agrément service civique où on accueille des services civiques sur le national. Donc voilà pour ce qui est un peu de la Ligue. On a aussi 3 conseils, un conseil scientifique qui a été sur l'étude Aubé-Piroche en 2020. Là, cette année, c'est la bonne nouvelle que je suis contente de vous annoncer ce soir. On repart sur une étude épidémiologique sur cette année. Donc, du coup, vous aurez des résultats dans quelques mois. Elle va débuter là d'ici quelques jours, semaines. Donc, du coup, c'est un nouveau projet qui nous tient à cœur. Donc, il y a même cette année le conseil opérationnel, dans lequel d'ailleurs le docteur Saïdov, qui est là ce soir, fait partie. Et il y a aussi des membres de notre conseil de patients. Donc, c'est des membres qui sont tous bénévoles, qui s'investissent auprès de la LCO on en a besoin. Donc, je rebondis là-dessus en disant que si jamais, voilà, vous voulez, là pour le WOD, avoir de multiples ressources pour vous, ou si vous êtes professionnel de santé, si vous avez besoin de quoi que ce soit, sur notre site internet liguecontrel'obésité.org ou sur le site de la Journée mondiale, vous pouvez trouver des fiches d'information sur qu'est-ce que l'obésité, sur les chiffres. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin de ce type de ressources. Et après, pour finir, si jamais vous souhaitez nous soutenir, bah, vous pouvez adhérer à la LCO. On a toujours besoin de bénévoles avec les projets qui arrivent, comme je vous disais par exemple l'étude, mais il y en a bien d'autres aussi en 2024, mais que je ne peux pas vous révéler encore. Donc, on a mis 15% de déduction sur toutes nos adhésions, là, justement, dans le cadre de la journée mondiale. Donc, si vous souhaitez adhérer, ben, c'est avec plaisir. Plus on est, mieux c'est dans ce combat et pour cette cause. Et si jamais, ben, vous pouvez aussi faire un don. C'est grâce au don, du coup, que la LCO vit, parce qu'on est une association à but non lucratif. Donc, du coup, je vous propose qu'on débute. Je vais vous présenter le docteur Per Sayadov, qui est médecin nutritionniste et responsable d'un hôpital de jour en nutrition, et également Florence Lafuente, qui est orthopédiste et orthésiste chez Bodinov. Donc, elles vont vous présenter un petit peu tous les traitements de l'obésité. Je laisse la parole au docteur Per Sayadov pour la suite et bon webinaire à tous. Merci. Obligée de faire une petite introduction. Je sais que pour la majorité d'entre vous, c'est le troisième webinaire de la semaine, donc tout le monde est à peu près au courant que la prévalence de l'obésité ne fait qu'augmenter en France et d'ailleurs dans le monde entier, avec en 2020 jusqu'à 17% de la population qui a été touchée par cette maladie. Je me permets de vous rappeler aussi que c'est une maladie grave. Pourquoi? C'est pas le chiffre sur la balance qui a un problème, mais c'est les retentissements de cette maladie qui vont nous poser souci, puisque ce qu'on peut voir sur cette diapo, c'est que les personnes en obésité vont être plus sujettes à de l'hypertension, au reflux, au problème de cholestérol, à des douleurs, à de l'arthrose, à des retentissements psychologiques, euh, à du diabète et même également à certains cancers. Donc l'obésité est
cancer, à l'apnée du sommeil et donc, comme on a cité beaucoup de maladies cardiovasculaires, a un impact sur le cœur, un accident vasculaire cérébraux ou infarctus du myocarde. Je me permets quand même, alors l'idée c'est de faire peur à personne, juste de donner des informations que l'obésité, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent dire, c'est pas très grave, c'est quand même euh, associé à une plus forte mortalité. D'accord? Ce qu'on voit sur ce graphique, c'est que les poids extrêmes, que ce soit la maigreur ou que ce soit l'obésité grade 3, sont associés à un plus fort risque de mortalité. À côté, il y a la petite liste des maladies qui sont plus fréquentes, mais comme on a pu citer le diabète, mais voilà, il y a plus de mortalité quand plus l'obésité est sévère. D'accord? Avec le moins de mortalité pour les IMC entre 25 et 30, autour de 30. Donc, on va rentrer dans le vif de notre sujet. J'ai essayé de structurer un petit peu tout ce qu'on peut proposer aujourd'hui dans l'obésité, avec donc notamment les traitements non médicamenteux, les traitements chirurgicaux et les petites nouveautés, les traitements médicamenteux. Alors, un petit schéma pour rappeler, pour ceux qui n'en seraient pas conscients, que la régulation hormonale de la faim, de l'appétit, de l'alimentation est complexe. D'accord? C'est pas uniquement ce qu'on a dans son assiette, c'est aussi comment on a été élevé, c'est aussi qu'est-ce qu'on aime manger, c'est aussi des hormones qui vont jouer sur la faim, sur la satiété, c'est aussi les antécédents familiaux, comment sont nos parents, comment sont nos grands-parents, c'est aussi de nouveau l'épigénétique, comment s'est passée notre grossesse, la grossesse dans laquelle nous étions bébés, c'est-à-dire est-ce que notre maman, quand elle était enceinte de nous, a pris du poids, a perdu du poids, a bien mangé, a mal mangé. Voilà, donc pour rappeler, s'il en est besoin, que cette maladie va être plurifactorielle et liée à donc de nombreux facteurs. Certains sur lesquels on va pouvoir jouer et d'autres avec lesquels il va falloir faire avec. D'accord? Comment ça s'est passé quand vous étiez dans le ventre de votre maman? Effectivement, on ne peut pas y faire grand-chose aujourd'hui. D'accord? Et d'autres sur lesquels on va pouvoir jouer. Le premier des traitements non médicamenteux, et ça c'est assez accepté, on va dire, par la population, c'est l'alimentation, d'accord, le côté diététique. Donc là, je vous ai repris les recours de la HAS, qui ont été mis à jour il y a très peu de temps, qui nous dit voilà, que les objectifs, rien que dans l'alimentation, déjà, sont multiples. On recommande une alimentation équilibrée. Donc équilibrée, ça veut dire quoi? Qui suit les recommandations des PMS, qui va être plutôt de type méditerranéen, puisque c'est un type d'alimentation sur lequel aujourd'hui on a des études qui montrent que les personnes qui suivent ce régime vont avoir une meilleure qualité de vie. Premier traitement, on va dire, qui est le plus reconnu, qui est ce vers quoi les gens vont naturellement aller quand ils ont envie de prendre en charge leur obésité, ça va être déjà l'alimentation, le côté diététique, d'accord? Donc, ce que les recommandations de la HAS nous disent, puisqu'elles sont maintenant à jour, c'est qu'on va recommander une alimentation plutôt équilibrée, donc qui suit les recommandations PNNS, ou qui va être de type méditerranéenne, puisque c'est une alimentation sur laquelle aujourd'hui on a la preuve de l'efficacité et de l'intérêt sur le plan de la santé. L'HAS va également nous recommander que l'alimentation soit régulée par les signaux internes. Les signaux internes, c'est tout ce qui va être faim, satiété, et également la prise en charge d'une alimentation émotionnelle. Et je me suis permise de rajouter les troubles du comportement alimentaire, type hyperphagie boulimique, qui sont, on le constate de plus en plus, associés, en tout cas présents, chez des patients qui souffrent d'obésité. D'accord? Je me suis permise de mettre en grand la petite phrase clé qui est que les régimes déséquilibrés ou très restrictifs sont déconseillés. Donc, j'ai mis la petite illustration en dessous que je trouve très parlante et parfois qui explique mieux que certains mots. Mais l'idée, c'est que quand on suit un patient, ce qu'il faut lui faire comprendre, c'est que le but, c'est pas de savoir combien il va peser dans une semaine et pas non plus dans un mois. D'accord? Le traitement, la prise en charge de l'obésité, c'est la prise en charge d'une maladie
chronique. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le long terme. Donc, les gens qui vont être très motivés, qui vont avoir envie de faire, chez qui ça va partir d'une bonne intention, mais qui au final vont avoir une alimentation, je sais pas moi, qui vont faire le régime pomme verte, en espérant que la semaine prochaine, ils aient perdu 5 kilos, il faut leur expliquer que ce n'est pas le poids la semaine prochaine qui nous intéresse, c'est à quel point ils seront dans un mois, ou dans 6 mois, dans un an, dans 10 ans, d'accord? Et donc, je reviens sur le fait que les régimes déséquilibrés ou très restrictifs sont déconseillés. Le deuxième traitement non médicamenteux, qui commence de plus en plus aussi à rentrer maintenant dans les connaissances générales, surtout vers qui beaucoup de personnes vont se tourner maintenant, c'est euh, la lutte contre la sédentarité et l'inactivité physique. D'accord? Donc là, je vous ai mis tout simplement les recommandations de la HAS. Donc, c'est entre 150 et 300 minutes d'activité modérée par semaine. D'accord? L'activité modérée, c'est marcher, c'est pédaler tranquillement, voilà. Et on peut réduire cette durée si on fait une activité plus intense. D'accord? Donc ça va être, par exemple, intéressant pour les gens qui vous disent, moi, j'ai pas beaucoup de temps. Voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'activité physique et la lutte contre la sédentarité peuvent se faire au quotidien. Il n'y a pas forcément besoin de payer un équipement, il n'y a pas forcément besoin parce que c'est aussi une limite, hein. Il y a beaucoup de limites à la prise en charge de l'obésité, mais voilà, c'est souvent un facteur qui revient souvent. On n'a pas besoin d'avoir à la maison une salle de sport, d'accord? Rien que de sortir marcher, de monter régulièrement les escaliers. Je sais que ça a l'air un peu banal de dire ça comme ça, mais c'est déjà une première étape pour quelqu'un qui faisait rien du tout. Bah, c'est déjà un début, d'accord? Et après, l'objectif, c'est de tendre vers la théorie. Mais déjà, si on arrive à lutter contre la sédentarité et l'absence d'activité physique, c'est déjà un bon début. D'accord? Et après, donc là, on peut aussi faire une combinaison des deux, ce qui va être également très intéressant. Ça va être que sur la semaine, on va avoir parfois une activité modérée, parfois une activité plus intense. Et ça, évidemment, que ça va être d'autant plus intéressant. Comme l'alimentation, l'objectif, c'est que l'activité physique soit la plus diversifiée possible. D'accord? Donc, privilégier une activité que vous aimez. Voilà, ça semble bête à dire, mais si votre patient il vous dit moi j'ai décidé d'aller à la piscine, je déteste l'eau, je déteste me mettre en maillot de bain, mais on m'a dit que c'était bon pour ma santé, vous savez que ça ne peut pas tenir sur le long terme. D'accord? Donc le but, c'est qu'il trouve une activité qui puisse maintenir le plus longtemps possible. D'accord? Le troisième traitement non médicamenteux dont je voulais absolument parler, c'était la lutte contre la stigmatisation. Donc, en fait, pour moi, la prise en charge psychologique, évidemment, c'est un des trois piliers de la prise en charge de l'obésité, d'accord? Donc, on doit aider les personnes, on doit dépister, par exemple, une éventuelle dépression, et si elle est là, la traiter, parce que la dépression dans l'obésité, ça peut être une cause comme ça peut être une conséquence, d'accord? On doit éventuellement aussi chercher, il y a de plus en plus de littérature là-dessus, des violences euh, que les personnes en obésité ont pu subir. Et donc, s'ils sont là, s'il y a des séquelles, les prendre en charge. Mais je trouvais très important de parler de la stigmatisation et c'est en discutant avec des collègues et des patients que je me suis rendu compte de l'impact négatif que ça pouvait avoir. La stigmatisation, c'est de, de faire croire à quelqu'un que s'il est en obésité, c'est parce qu'il fait mal. Et en fait, quand on intègre que si on est en obésité, c'est parce qu'on fait mal, et que de toutes les façons, on fait tout mal, et puis de toutes les façons, on est nul, et puis de toute façon, on n'y arrivera jamais, parce que la preuve, c'est qu'on a fait des régimes et qu'on n'a jamais tenu, et que les autres y arrivent, mais nous, on n'y arrive pas, et que voilà. Bah, on intègre que de toute façon, nous, on est nul, on intègre que de toutes les façons, nous, on n'y arrivera pas, et en fait, l'image de soi et l'estime de soi sont très importantes quand on a une maladie chronique pour prendre son traitement. Et donc, le fait de penser que si on était motivé, on y arriverait et qu'on devrait y arriver uniquement par notre propre motivation,
bah, ça peut faire que certaines personnes vont s'éloigner des soins en disant non, j'ai pas besoin d'aller voir un professionnel de santé, je devrais pouvoir y arriver seule ou j'ai honte de ne pas y arriver seule. Et en fait, on va avoir des personnes qui vont s'éloigner euh, du système de santé et de l'aide qui pourrait éventuellement y avoir ou d'éventuels traitements. Moi, j'ai eu des patients qui m'ont dit non, non, je veux pas de traitement, je devrais pouvoir y arriver seule. Et en fait, c'est une stigmatisation qui a été intégrée par la personne. D'accord? Donc voilà, je trouve que c'est très important aussi de rappeler que l'obésité, c'est une maladie. Et moi, je commence souvent ma consultation en leur rappelant que c'est une maladie polyfactorielle et que malheureusement, le traitement n'est pas aussi simple que manger équilibré et de faire du sport. Le problème, c'est que tous les traitements non médicamenteux qu'on vient de citer, donc prise en charge diététique, prise en charge physique, prise en charge psychologique, qui pour moi sont vraiment les piliers de la prise en charge nutritionnelle, sont payants aujourd'hui en France. D'accord? Euh, Aller voir un diététicien, c'est payant. Aller voir un éducateur sportif, c'est payant. Aller voir un psychologue, dans la majorité des cas, aujourd'hui, c'est payant. Le problème, c'est que, vous le savez probablement, l'obésité est inversement corrélée au revenu. C'est-à-dire que l'obésité touche principalement les gens qui sont le plus dans la précarité. D'accord? Donc, quand on voit que les premiers traitements qui sont recommandés par la HAS, ils vont tous être payants, ou en tout cas la prise en charge qui est recommandée, elle va nécessiter un paiement de la part du patient, et qu'on voit cette courbe où on comprend, ou alors je vous explique, que moins on gagne d'argent et plus on a des risques d'être en obésité, on comprend qu'aujourd'hui, on a un problème entre le traitement et les patients. On a des patients qui ont du mal à avoir accès aux traitements qui sont pourtant recommandés par la HAS. Et puis, bon, on a fait toute une liste de traitements, euh, mais souvent les patients ils me disent, bon d'accord, je vais faire ce que vous me dites, je vais manger plus équilibré, je vais faire un peu de sport, mais du coup, combien de poids je vais perdre? D'accord? Parce que, bon, souvent les consultations sont orientées là-dessus. Euh, Ce que les études nous montrent, c'est que dans la première année, on a une perte de poids euh, inférieure à 5% de perte de poids du corps. D'accord? Perte de poids du corps, ça veut dire que quelqu'un qui arrive, qui pèse 100 kilos, qui va pendant un an faire attention à ce qu'il mange, faire une activité, en moyenne, donc c'est une moyenne, donc quelqu'un qui perd plus, quelqu'un qui perd moins, mais en moyenne, on va être à moins de 5% de perte du poids du corps. D'accord? Parce que là, l'étude, elle montre même qu'il n'y a qu'un patient sur deux qui atteint ces 5% à un an. C'est-à-dire soit que le patient il a perdu beaucoup au début et qu'il a repris, soit qu'il n'a pas perdu beaucoup mais qu'il a réussi à maintenir. Mais en tout cas, quand moi j'entends un patient me dire mon chirurgien m'a dit qu'il fallait que je perde 30 kilos en 3 mois, non, ce n'est pas une perte de poids ni réaliste ni pertinente. D'accord? Perdre 30 kilos en un mois, c'est de la dénutrition. D'accord? On hospitalise les gens pour ça. Donc, je parle aussi aux professionnels de santé qui sont là. On ne recommande pas à un patient de perdre 20%, 30% du poids de son corps en 3 à 6 mois. C'est absolument irréaliste et réalisable. On met le patient en difficulté et on lui fait intégrer cette stigmatisation que ça devrait être possible et que lui n'y arrive pas. D'accord? Alors que non, ce n'est ni médicalement recommandé, ni médicalement pertinent. Ce que cette étude nous montrait aussi, c'est que à peine un patient sur 5 arrive à stabiliser son poids à 5 ans. D'accord? Ce qui est très peu, et ce qui est aujourd'hui ce qu'on constate beaucoup avec souvent les régimes de l'eau. Donc là, on a parlé des traitements non médicamenteux. Parlons un petit peu des traitements chirurgicaux. La chirurgie, c'est quand même autre chose. Sur ce tableau-là, on peut voir, vous voyez le trait bleu, c'est les patients donc, qui ont suivi un traitement non médicamenteux pour l'obésité, donc activité physique, alimentation équilibrée. Et puis, on a 3 courbes qui
vont nous montrer les résultats pour des patients qui ont été opérés. D'accord? Ça, c'est une étude SOS, c'est une étude très connue maintenant, enfin, de plus en plus connue par les professionnels de santé, où donc on a suivi des patients sur 20 ans. D'accord? Aujourd'hui, on a les résultats sur 20 ans. Euh, des patients qui ne souhaitaient pas la chirurgie et des patients qui ont été opérés. D'accord? Et on a voulu voir sur le long terme, est-ce qu'on avait des résultats positifs au niveau de la chirurgie? Est-ce que le traitement non médicamenteux pouvait faire aussi bien que la chirurgie? Et là, ce qu'on voit clairement sur ce schéma, c'est que euh, les patients qui ont bénéficié d'une chirurgie, en un an, ont pu perdre, en fonction de la technique chirurgicale, entre 20 et 30% du poids de leur corps et que cette perte de poids, même si elle n'est pas aussi importante, mais elle s'est maintenue. Donc c'est toujours des statistiques, des moyennes, hein, d'accord, mais pour la majorité, elle s'est maintenue même 20 ans après la chirurgie. D'accord. Alors que le groupe contrôle, lui, à 20 ans, le poids était quasiment stable. Ce qui est déjà finalement pas si mal parce qu'ils auraient pu avoir pris plus. Donc, je vous parle de chirurgie. Donc, je reviens avec vous sur les différentes techniques les plus fréquemment utilisées. Donc, on a l'anneau. L'anneau, c'est quand on va venir mettre en fait autour de l'estomac un corps étranger qui va serrer l'estomac, en fait, comme une ceinture, de façon à ce que quand on mange, on ait rapidement l'impression que l'estomac est rempli. D'accord. Finalement, c'est une technique qui n'est plus trop utilisée pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà, il y a un corps étranger dans le corps et que, en général, à 10 ans, les corps étrangers, il faut les retirer. Donc, c'est une technique qui finalement n'est pas pérenne dans le temps. Et ce qu'on a pu constater, c'est que sur la majorité des gens à qui on a enlevé l'anneau, les gens reprenaient le poids derrière. D'accord? Euh, donc, les deux techniques aujourd'hui qui sont les plus utilisées, alors il y en a d'autres, des techniques chirurgicales. J'ai pas voulu vous faire de catalogue de toutes les techniques chirurgicales qui existent. J'ai voulu me concentrer avec vous sur les deux les plus fréquentes, qui sont la sleeve et le bypass. Donc, la sleeve, ça consiste en quoi? Le chirurgien, il vient suturer, coudre votre estomac de façon à ce qu'au lieu d'avoir une grosse poche, on ait un pot de yaourt. D'accord? Donc, votre estomac, au final, il fait la taille d'un pot de yaourt à peu près. Il y en a qui disent une tasse, mais bon, voilà, vous comprenez l'idée. Et donc, si vous avez envie, à la maison, faites l'expérience. Mais pour remplir une tasse, 3 cuillères de riz, 2 morceaux de viande et un petit bout de brocoli, on a rempli notre verre. D'accord? Donc là, l'idée, c'est de diminuer la quantité d'aliments que vous allez manger puisque pareil, comme on a un tout petit estomac, et ben du coup, très vite, on va avoir cette sensation de satiété qui est plein. D'accord? Donc, ça, c'est une technique qu'on appelle uniquement restrictive. Donc, on diminue la quantité de ce que vous allez manger. Et avec une sleeve, en moyenne, les patients perdent entre 20 et 25% du poids de leur corps. Le bypass, c'est une technique qui peut nous sembler un petit peu plus complexe. En tout cas, elle est un petit peu plus sur le plan chirurgical. Là, le chirurgien, il vient faire deux actions. Il vient à la fois diminuer la taille de l'estomac, mais il vient également diminuer la taille de l'intestin. Quel est l'intérêt? Donc, cette fois, l'objectif est double. On va à la fois diminuer la quantité d'aliments qui vont être mangés. Donc, on est toujours sur une technique qui est également restrictive, donc, puisque l'estomac est plus petit. Mais on va également moins digérer ou moins absorber les calories de ces aliments qui vont être absorbés, enfin qui vont être digérés, puisque les calories sont absorbées dans l'intestin et comme là on a réduit la taille de l'intestin, et bien du coup les calories sont moins absorbées. L'avantage, c'est que du coup, avec cette technique, on va avoir une perte de poids en moyenne qui est plutôt autour de 30-35% du poids du corps.
Deuxième avantage, c'est que contrairement à la sleeve, comme on a une technique qui est mixte, donc à la fois restrictive et à la fois malabsorptive, on a moins de reprise de poids derrière la chirurgie, contrairement à la sleeve, puisque dans la sleeve, l'estomac qui est élastique, lui, il va pouvoir petit à petit, dans certains cas, se redilater et on peut avoir plus facilement des personnes qui reprennent du poids. L'inconvénient du bypass, le point négatif, c'est qu'on induit donc de façon volontaire une malabsorption. Donc, comme on a dit, les calories vont être moins bien absorbées, mais également les vitamines. Donc, on sait qu'avec cette technique, on est à risque d'induire des carences. Et donc, l'idée, c'est que comme il y a un risque de carence, on recommande aux patients qui se font opérer d'un bypass de prendre derrière des vitamines à vie. Alors, vous allez me dire, quel est l'intérêt de se faire opérer pour au final avoir besoin de prendre des vitamines à vie? C'est très simple. Tout dépend de votre profil. D'accord? C'est sûr que si vous êtes plutôt jeune, vous n'avez aucun retentissement. On a vu tous les retentissements possibles de l'obésité. D'accord? Donc, pas de retentissement, pas de diabète, pas d'hypertension, pas de cholestérol. Vous arrivez, on est plus dans de la prévention des complications. On peut aller tranquillement vers une sleeve. Si par contre, quand vous décidez de vous faire opérer, vous avez déjà du diabète pour lequel vous prenez 3 comprimés, de l'hypertension pour laquelle vous prenez 2 comprimés, du cholestérol pour lequel vous prenez un comprimé, donc on va déjà s'arrêter là, ça vous fait déjà 6 comprimés. Donc si, grâce à un bypass et à la perte de poids que ça va induire, on arrive à passer de 6 comprimés à 1 ou 2 vitamines, ça peut être intéressant. Tout le monde ne peut pas avoir accès à la chirurgie. D'accord? Les recommandations sont très claires. On a un cahier des charges de personnes chez qui le bénéfice d'avoir une chirurgie va être supérieur au risque lié à la chirurgie. D'accord? Donc, pour toutes les personnes qui veulent bénéficier d'une chirurgie, on doit avoir une réunion pluriprofessionnelle pour valider l'indication de la chirurgie. Et on a 2 types de patients qui vont pouvoir être éligibles, soit des patients qui ont un IMC supérieur à 40, quels que soient les retentissements de l'obésité, soit un IMC entre 35 et 40 avec déjà un retentissement de l'obésité, les retentissements pouvant être diabète, cholestérol, stéatose hépatique, apnée du sommeil, infertilité et d'autres maladies qui ont un rapport avec le poids et dont on espère que la chirurgie, avec la perte de poids qu'elle va induire, va venir améliorer ces pathologies. La chirurgie est recommandée en deuxième intention, uniquement après une prise en charge bien conduite pendant au moins 6 à 12 mois. D'accord? C'est-à-dire que c'est un patient qui va déjà normalement avoir mis en place une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et qui, malgré tout ça, ne va pas perdre de poids ou pas assez ou qui va reprendre du poids. D'accord? Chez un patient consentant, c'est-à-dire que le patient doit avoir compris quels sont les risques et les bénéfices de la chirurgie. Il doit être consentant. Il ne doit pas y avoir de grands troubles psychologiques qui ne permettraient pas de donner de consentement ou ce genre de choses. D'accord? Donc, à l'inverse, tout patient qui ne serait pas en capacité de donner son accord ou de comprendre les implications de cette chirurgie peut du coup ne pas être indiqué pour avoir une chirurgie. Bon, au final, cette chirurgie, on a vu la première diapo, ça marche sur le poids, d'accord? Mais la prise en charge de l'obésité, c'est pas focalisé uniquement sur le poids. On a vu qu'il y avait plein de retentissements. Qu'en est-il de toutes ces pathologies liées à l'obésité? Ce qu'on peut voir là, c'est que les groupes qui ont été opérés, donc on a 2 groupes de patients, un groupe qui se fait opérer, un groupe qui ne se fait pas opérer, et on regarde ce que ça donne. Et ce qu'on peut voir, c'est que le groupe de patients qui avaient de l'hypertension, du diabète, du cholestérol avant de se faire opérer, a moins de cholestérol, enfin, a moins de pathologie après avoir bénéficié d'une chirurgie que le groupe qui n'a pas bénéficié de chirurgie. D'accord?
Donc que la chirurgie, avec entre autres la perte de poids qu'elle induit, va avoir un effet positif sur les retentissements de l'obésité. Ont été également, donc c'est toujours l'étude SOS, hein, je vous ai dit, c'est une grande étude qui est plutôt bien faite. On a également regardé est-ce que les patients qui ont été opérés déclenchaient moins de nouvelles maladies. Est-ce qu'on voyait moins apparaître d'hypertension, de diabète, de problèmes de cholestérol? Et en effet, du coup, les gens qui se sont fait opérer ont moins de maladies chroniques qui apparaissent. D'accord? Donc, on a à la fois un effet curatif de certaines maladies, mais à la fois un effet préventif lié à la perte de poids, lié à cette chirurgie. D'accord? Donc, la chirurgie bariatrique reste aujourd'hui un excellent traitement de l'obésité. Une autre petite étude, j'aurais pu en mettre d'autres, mais on a dit que l'obésité, c'était une maladie qui était associée à un plus fort risque de mortalité. Donc l'idée, c'était de savoir, OK, la chirurgie, c'est sympa, ça fait perdre du poids, OK, la chirurgie, c'est sympa, ça améliore le diabète, l'hypertension, le cholestérol, très bien, mais en pratique, est-ce que les gens qui se font opérer vivent plus longtemps? Et je vous ai mis cette étude-là, mais j'aurais pu en mettre d'autres. Oui, aujourd'hui, dans les études, on voit que les gens qui bénéficient d'une chirurgie bariatrique vont avoir une espérance de vie plus longue. Euh, Parce que, entre autres, par exemple, cette étude-là montre que les patients opérés vont avoir moins d'événements cardiovasculaires, c'est-à-dire vont faire moins d'infarctus, moins d'accidents vasculaires cérébraux que les patients qui ne se sont pas fait opérer. Donc, c'est un bon traitement, d'accord? Vous allez me dire, d'accord, mais il y a quand même des effets secondaires à la chirurgie, il y a des risques, c'est pas une chirurgie anodine. Là, je vous ai mis donc les trois chirurgies les plus fréquentes. Euh, le risque lié à la chirurgie en elle-même, d'accord? Et là, je cite le docteur Andrea Lazzati qui le dit souvent, c'est le même risque que qu'une appendicectomie, parce que c'est la même façon dont ils vont opérer, d'accord? Donc aujourd'hui, on va pas plus mourir sur la table d'examen quand on se fait opérer d'une sleeve que quand on se fait opérer d'une appendicectomie, d'accord? Ça ne veut pas dire que le risque est à zéro. Il n'y a jamais de risque zéro en chirurgie, d'accord? Mais que finalement, le risque opératoire, il est plutôt faible. Après, il y a d'autres risques qui peuvent être des complications liées à la chirurgie, notamment fistule, hémorragie, sténose. Donc ça, c'est affaire de chirurgiens. Ils connaissent bien leur travail, ils savent dépister les symptômes. Avec le bypass, ce qu'on note un peu plus souvent, ça va être aussi tout ce qui va être dénutrition et carence. Donc, les nutritionnistes sont au courant de ces risques et normalement, quand un patient est bien pris en charge et qu'il a un suivi pré- et post-chirurgie bariatrique, on arrive à éviter ces complications-là. Donc là, je vais me permettre de donner la parole à Florence, puisque il y a un autre impact important lié à la chirurgie, c'est que la perte de poids va souvent induire ce qu'on appelle un tablier abdominal, d'accord? C'est-à-dire la peau qui va pendre au niveau principalement du ventre, puisqu'on va avoir des pertes de poids, donc comme on a vu, hein, qui peuvent être assez importantes, 20%, 30% du poids du corps. Et on peut avoir des patients qui peuvent être gênés par cette perte de poids. Donc évidemment, dans un second temps, une fois que la chirurgie a donné tous les effets qu'elle pouvait donner, donc au moins 18 mois à 2 ans après la chirurgie, on peut proposer à ces patients une chirurgie plastique, mais en attendant, il y a d'autres solutions qui existent. Merci. Je vais peut-être du coup partager mon écran. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, c'est bon, on voit tout, Florence. Merci. Ah, parfait. Merci. Bonjour à tous. Je vais vous parler en effet d'un dispositif orthopédique qui est un dispositif orthopédique sur mesure et dédié à la prise en charge de patients obèses. Nous sommes dans une entreprise qui s'appelle Bodinov et
Nous sommes tous orthopédistes, orthésistes de formation, métier qui est rattaché au monde de l'appareillage orthopédique. Donc, quand on dit que nous sommes spécialisés dans la prise en charge de l'obésité, cette slide peut vous aussi hop, vous montrer que donc on parle bien d'une prise en charge avant tout de la paroi abdominale, de la cavité abdo, et on prend en charge tous les patients, peu importe leur IMC, mais aussi peu importe leur morphologie. Nous avons des textiles modernes et adaptés et une qualité de prise en charge, une expérience de 12 ans qui font qu'on appareille tous vos patients. Dans vos consultations médicales, vous pouvez peut-être vous interroger sur ben, à qui ça peut s'adresser, comment je peux peut-être voilà, diagnostiquer des besoins. Dans ces diagnostics, ben, tous ces dispositifs peuvent être dédiés à des obésités au-delà de 30 d'IMC, des gens qui ont surtout des difficultés à la mobilité. Euh, Peu importe le volume abdominal, ce volume de la cavité abdo vient aussi limiter la mobilité des membres inférieurs. Ce sont des patients qui souffrent beaucoup, euh, souvent avec le ressenti du poids du corps, ce volume abdominal qui leur amène aussi beaucoup de déséquilibre et souvent ils compensent donc, sur un schéma corporel. Souvent où ils repoussent vers l'arrière leur ceinture scapulaire. Ça entraîne aussi souvent des douleurs lombaires et ils peuvent avoir aussi beaucoup de problèmes de macération et de troubles trophiques. Et donc, lorsqu'on travaille avec ces textiles et qu'on vient rendre réductible la cavité abdominale, donc on peut répondre à ces besoins que vous pouvez rencontrer pour vos patients. Un orthopédiste orthésiste, dans cette prise en charge de patients obèses, il peut venir répondre avec, on va voir surtout de la contention abdominolombaire. On va en parler plus tard. On peut répondre aussi avec toute la contention veineuse, parce qu'ils ont aussi ces mêmes problématiques et souvent aussi des difficultés, bien sûr, pour rentrer dans de la contention veineuse dite de série. On prend en charge le patient obèse aussi dans tous ces troubles de statique et toutes ces douleurs ostéo-articulaires des membres inférieurs par des bilans de podologie avec des matériaux adaptés à des patients obèses. La lingerie, on abordera ça aussi, le nombre de femmes qui souffrent d'un volume mammaire très important et qui leur entraîne souvent des douleurs dorsales. Nous avons des textiles très adaptés au retour à l'activité physique. Le docteur vient de nous dire combien ce retour à l'activité physique était un point crucial, peu importe l'accompagnement que vous faites de votre patient. C'est donc on peut accompagner le patient avec des textiles contentifs adaptés pour le retour au sport et on verra aussi pour l'activité aquatique. Et donc, dans ce métier, qui est un métier réglementé, on a aussi des obligations, c'est de la délivrance réglementée, et on a des obligations de suivi et des obligations de contrôle donc, de vos patients. Donc, les indications de prise en charge de ces dispositifs, il y en a plusieurs. La plus courante qu'on va aborder ensemble pour le patient obèse, c'est la ceinture de maintien abdominal sur mesure. Elle est prescrite en cas d'insuffisance pariétale pathologique. L'obésité est citée dans la nomenclature. Tout ce qui touche les éventrations, les stomies, les hernies. Et donc, son port est un port quotidien et continu tout le long de l'accompagnement du patient. Tout ce qui touche la ceinture de maintien abdominaux-lombaire et abdominaux-lombaire renforcé, on est sur un textile différent et un renforcement de nos balénages au niveau du dos qui permet de pouvoir accompagner des patients avec des douleurs lombaires plus importantes. Et donc, on a une adaptation technique que l'on fait sur nos ceintures. Donc, dans les traitements qu'on a vus avec le docteur en amont, on a parlé bien sûr de chirurgie bariatrique. Donc, on intervient
à deux moments au moment de la chirurgie bariatrique. Dans cette période préopératoire, hein, où souvent donc elle peut durer, comme l'a dit le docteur, de 6 à 12 mois, il y a des conseils avec un retour à l'activité physique. Donc, elle peut être prescrite en préop pour accompagner le patient à reprendre l'activité physique, mais elle est aussi prescrite en post-opératoire hein, dans le cadre de la perte de poids rapide et notamment, comme l'a dit le médecin, tout ce qui est distension de la peau. Pourquoi elle accompagne le patient dans la perte de poids? Parce que tous ces dispositifs ont un système de réglage sur le côté qui permet au patient de pouvoir régler sa ceinture au regard de l'évolution morphologique. Donc, cette ceinture l'accompagne sur plusieurs mois et si le besoin est là, peut être aussi renouvelée jusqu'à ce que ce patient soit accompagné jusqu'à une stabilisation de son poids. Pour nos patients obèses ou pas, parce que toutes les CMA viscérales peuvent être pour un public en obésité, mais aussi pour un public lambda. On travaille aussi sur toutes les éventrations et les hernies. Les hernies, donc, pour des patients non opérables. Et on voit bien que visuellement, si les formes peuvent peut-être se ressembler, on est sur des textiles avec des technicités très différentes. On a des plastrons visuellement qui sont un petit peu grisés, qui viennent jouer un rôle de maintien des viscères de façon renforcée dans la cavité abdo. Donc, on est aussi présent dans la prévention d'éventrations lorsque ces éventrations viennent d'être opérées pour éviter qu'il y ait des récidives. Et bien évidemment, dans les déficiences pariétales. Quand on parle de suivi, euh, tous ces petits pictos peuvent vous donner une idée de ce qu'on est capable de faire en orthopédie avec des textiles techniques et modernes, accompagnant post-opératoire en post-chirurgie jusqu'à la fameuse chirurgie réparatrice où des textiles peuvent être différents et donc sont aussi indispensables après cette chirurgie. On a un accompagnement aussi dans le retour à l'activité physique et j'attirerai votre attention sur les deux dernières lignes parce que visuellement, on voit qu'elles n'ont pas tout à fait la même forme. Si on parle beaucoup de la gêne du poids de la cavité abdominale, le patient obèse, vous savez ô combien il est gêné aussi par le volume de ses membres inférieurs et les échauffements de l'entrejambe. Donc, on peut être amené à mettre une contention qui descend au niveau des cuisses, qui est elle-même réglable et qui va lui permettre d'être plus confortable à ce retour à l'activité physique et éviter ces échauffements dont il souffre beaucoup. La dernière ligne qui visuellement, on voit une ceinture qui ressemblerait visuellement quand même à un maillot de bain. Ces textiles sont des textiles adaptés au retour à l'activité physique dans l'eau. Et si la piscine peut être très adaptée et plus confortable pour un retour à l'activité. Elle n'est pas toujours aussi évidente que ça, notamment pour les femmes qui ont quelques difficultés à se rendre entre le moment où elles posent la serviette et rentrer dans le bassin. Donc, on a aussi adapté. On voit que ça fait comme une petite jupette hein, qui cache les formes et qui permet aux patientes de mieux accepter ce moment où elles se sentent un peu, voilà, très regardées en bord de bassin. Et donc, ces textiles, donc, qui sont des ceintures de maintien abdominal pour un retour à l'activité physique aquatique, sont adaptés pour la balnéo et la piscine. Excusez-moi. Ces photos sont là pour aussi comprendre comment, quand on a pareil, cette évolution morphologique. En fonction de la ptose abdominale, on est là pour les accompagner et permettre de rendre réductible, voire même effacer ces distensions de peau que l'on voit à droite. Nos textiles ont cette capacité, c'est surtout la technicité de la prise en charge qui permet de venir
rendre, voire presque réductible en totalité, cette distension de peau dont ils souffrent beaucoup. Ils sont ravis d'avoir perdu du poids, mais ils souffrent de cette distension qui est presque aussi gênante et en attendant de se faire opérer ou parfois, ben, certaines ne peuvent pas être opérées. Donc, nos dispositifs leur permettent d'avoir un quotidien un peu plus confortable. Euh, les deux moments où on appareille le plus nos patients obèses, on a parlé de chirurgie bariatrique et le petit picto en haut montre ô combien cette ceinture de maintien abdominal, elle permet à la peau de s'allier fermement au tissu sous-jacent et favorise le mécanisme physiologique de rétractation de la peau. Et dans les textiles adaptés au post-chirurgie bariatrique, on voit bien que la contention est vraiment sur toute la cavité abdominale, sur toute la hauteur. Et donc, c'est aussi ce qui nous permet de faire cette réductibilité et ce maintien du poids de l'aptose. En bas, c'est pareil, mais dans les parcours de nutrition, ça permet on voit ô combien si on rééquilibre le poids de la cavité abdo, on améliore la posture, on soulage beaucoup, beaucoup les douleurs lombaires, on limite les macérations et cette réductibilité de cavité abdo vient libérer le mouvement, vient libérer les hanches et vient les accompagner dans le retour à l'activité physique. Euh, enfin, les pictos montrent ô combien nos résultats peuvent être probants. Dans des choses un peu similaires, hein, excusez-moi, là, ben voilà, des morphologies différentes, des hommes et des femmes avec des besoins différents, mais qui souffraient tout autant les uns que les autres sur cette mobilité, cette difficulté, ce ressenti de poids de cavité abdos, et ô combien le résultat du port de ceinture de maintien abdominal ben, vient rééquilibrer et leur donner un retour à un confort au quotidien, mais aussi dans leur activité physique. Je parle beaucoup d'activité physique et la prochaine slide, elle est là pour imager celle où il y avait tous les petits pictos et vous montrer ce que ça peut rendre donc entre réductibilité de la cavité abdominale, apporter du confort pour les échauffements au niveau de l'entrejambe et à droite, on voit donc la fameuse petite jupette qui permet aux dames de pouvoir mieux accepter d'aller en activité physique en piscine. Si on a parlé beaucoup donc de ceinture de maintien abdominal, dans notre métier et chez Bodinov, on fait une prise en charge globale au regard de notre capacité à prendre en charge nos patients. Dans le monde de l'appareillage, on est spécialisé dans l'appareil locomoteur. Mais on a parlé de lingerie adaptée pour les dames en obésité et les difficultés qu'elles ont à trouver une lingerie adaptée et ô combien le volume mammaire est très inconfortable et leur amène beaucoup de douleurs dorsales. Donc, on fait du soutien-gorge post-opératoire, lui aussi adapté et réglable, mais on fait de la lingerie aussi pour le sport pour que le retour à l'activité physique soit plus confortable. On a parlé des douleurs liées au dos. Ben, vous savez ô combien vos patients sont aussi très douloureux sur les douleurs ostéo-articulaires des membres inférieurs, notamment les genoux, les stabilités de cheville, mais on parle beaucoup d'aponevrosite plantaire et d'épine calcanéenne. Donc, on peut appareiller et prendre en charge les patients pour leur permettre d'être plus confortables dans leur activité physique et leur permettre comme le disait le docteur en amont, ne serait-ce qu'aller marcher et être actifs dans leur quotidien
parfois, ces douleurs ostéo-articulaires et ces douleurs sous le pied viennent les gêner et les limiter. Donc, on prend en charge tous les bilans podologiques et on fabrique des semelles avec des matériaux adaptés à l'obésité. Et là, pour terminer, ben, on ne pense pas souvent au bras, et Dieu sait si la gêne est aussi importante. Donc, il existe des manchons. À la différence de tout le reste, c'est que le sous-vêtement ou les brassières pour le sport, ainsi que les manchons, ne sont pas des dispositifs médicaux. Ils ne répondent pas à la prescription médicale, contrairement à toutes les ceintures de maintien abdominal, lombaire et toute la podologie qui est, elle, une prise en charge réglementée, avec une prise en charge par un professionnel diplômé et sous prescription médicale. Voilà, je pense on occupe en tout cas une place complémentaire à l'ensemble des protocoles et des traitements que vous faites avec vos patients obèses. Merci à vous tous. Super, je vais reprendre la parole. En tout cas, merci Florence, merci Perle d'avoir fait cette intervention-là. Moi, ce que je vous propose, c'est si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions-réponses. On va vous y répondre une à une. Et pour toutes les personnes qui lèvent la main, malheureusement, on peut pas vous permettre de parler parce qu'il y en a quand même beaucoup qui lèvent la main. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Dans tous les cas, on y répondra. Comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que là, on approche déjà presque la fin du webinaire, mais on va prendre le temps de répondre à une. Alors, vous en avez autant l'une et l'autre des questions. Il y en a sur les deux thématiques que vous avez abordées. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on commence à y répondre. Alors, Perle, juste, ouais, que vous avez le, déjà ouvert le diapo. Allez-y. le topo n'est pas fini. Ah Je oui, pense qu'il on reste la continue. partie. Voilà, on avait décidé d'intercaler les ceintures lombaires à ce moment-là parce que c'est ce qu'on trouvait le plus pertinent. Mais je pense qu'il y a une partie que beaucoup de gens attendent, c'est la partie sur les traitements médicamenteux. Oui, il y avait Donc, déjà des s'il questions. reste pas beaucoup de temps, je pense que ça va être hyper important je vais essayer de faire vite, précis, concis, mais je pense que beaucoup de gens attendent ça. Super, on vous écoute. Alors, la troisième catégorie de traitement maintenant qu'on va avoir dans l'obésité, et c'est la grande nouveauté, c'est les médicaments. D'accord? Donc, la HAS a déjà donné des recos. Euh, Ils sont recommandés en cas d'échec d'une prise en charge nutritionnelle bien conduite pendant 6 mois avec une perte de poids inférieure à 5%. D'accord? Donc, on revient, si vous avez besoin d'avoir une idée de perte de poids qui est jugée normale, c'est 5% à 6 mois. Et donc là, ce que les recos disent, c'est qu'on pourrait débuter un traitement par analogue du GLP-1 qui aurait l'indication, qui aurait l'AMM dans l'indication de l'obésité. D'accord? Donc, quels sont ces traitements, puisque maintenant on en a de plus en plus. Euh, donc, ça fait partie de la grande famille, en tout cas pour l'instant, ce qu'on a des analogues du GLP-1. Donc, les analogues du GLP-1, comment ils marchent? Ils vont avoir un effet double, d'accord? À la fois un effet central avec une diminution de la faim, ou en tout cas une augmentation de la satiété liée à la production de l'hormone de la satiété, et à la fois un effet périphérique par un ralentissement de la vidange gastrique, ça veut dire que les aliments vont rester plus longtemps dans l'estomac, et donc on va avoir plus rapidement cet effet de satiété et de plein, d'avoir l'estomac plein. Les analogues du GLP-1, pour qu'on comprenne bien, à la base, c'était des médicaments qui ont été développés dans le cadre de la prise en charge des patients qui ont un diabète. D'accord? On s'est rendu compte que chez ces patients-là, chez qui on prescrit des analogues du GLP-1 depuis très longtemps maintenant, on s'est rendu compte que ces patients perdaient du poids grâce à l'aide de ce médicament. Donc, le laboratoire, il s'est dit, OK, très bien, j'ai un médicament qui peut avoir un intérêt sur le poids. Euh, je vais le tester maintenant chez des patients qui n'ont pas de diabète, d'accord? Pour pouvoir le commercialiser pour des patients en obésité, quand bien même ils n'auraient pas de diabète. Donc, le premier traitement qui a été étudié, c'est le liraglutide. Donc, on va connaître sous le nom de Saxenda quand il est à 3 mg ou de Victoza quand il est à 1,8.
vous pouvez voir du coup sur le petit graphique que quand on compare des traitements, donc les études pour que tout le monde comprenne, c'est quoi? On prend un groupe de patients à qui on donne le médicament, on prend un groupe de patients à qui on ne donne pas le médicament et on voit ce qui se passe. D'accord? Donc, les patients qui n'ont pas eu le médicament ont perdu moins de 5% du poids de leur corps, alors que les patients qui ont eu le médicament ont perdu plus, un peu moins de 10%, mais déjà plus. D'accord? Donc, aux États-Unis, ce médicament, il a l'autorisation d'être mis sur le marché à partir d'un IMC à 30, voire même d'un IMC à 27, avec des comorbidités, comme on a pu les citer pour la chirurgie bariatrique. Autre médicament, le sémaglutide. Donc, le sémaglutide, lui, il va être connu sous les noms de Ozempic quand il est à 1 mg ou de Wegovy quand il monte jusqu'à 2,4 mg. D'accord? Donc là, pareil, le laboratoire a fait des études également chez des patients qui n'ont pas de diabète. Et ce qu'on peut voir, c'est que, donc là, on a la petite courbe grise, c'est les patients qui ont le traitement non médicamenteux, et la courbe bleue, c'est les patients qui ont le traitement par sémaglutide. Et ce qu'on voit bien, c'est qu'à 68 semaines de prise en charge du traitement, on avait une perte de poids qui était autour de, qui allait jusqu'à 15% à peu près du poids du corps. D'accord? C'est une moyenne, donc il y a des gens qui ont perdu plus, des gens qui ont perdu moins. Ce qu'on peut voir, c'est que la majorité quand même des patients, donc ça c'est le deuxième petit schéma, la majorité des patients, presque 3 patients sur 4, ont perdu quand même avec ce médicament au moins 5% du poids du corps, donc au moins aussi bien que un régime, enfin une prise en charge non médicamenteuse, qu'on a même 60% presque des patients qui ont perdu 10% du poids de leur corps. Et là, donc 50% qui ont perdu 15% du poids de leur corps. Ce qu'il faut se dire, 15% du poids de son corps, c'est un patient qui pèse 100 kilos avant de prendre le traitement, il perd 15 kilos, d'accord? Et on a même un petit groupe de patients qui arrivait presque à perdre 20% du poids du corps. Rappelez-vous, 20% du poids du corps, c'était ce qu'on pouvait obtenir parfois avec une sleeve. D'accord? Donc là, la perte de poids moyenne, du coup, avec ce traitement, elle est un peu plus de 10%, voilà, exactement 10,4%. Ils ont fait plusieurs autres études, notamment STEP 5, qui confirment que dans la durée, on a cette perte de poids qui est maintenue dans le temps, déjà au moins à 2 ans. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que, donc pour ceux qui ne le sauraient pas déjà, les agonistes du GLP-1 aujourd'hui, ceux qui sont sur le marché, c'est uniquement des injections. D'accord? Donc on a le liraglutide qui se fait une injection une fois par jour et le sémaglutide qui se fait une injection une fois par semaine. D'accord? La question, c'est du coup, est-ce que ce traitement qui, en France, quand il est prescrit dans le cadre de l'obésité, n'est pas pris en charge, c'est-à-dire que c'est le patient à nouveau qui doit le payer, alors qu'on voit bien que c'est un médicament efficace et plutôt intéressant. Combien de temps, du coup, le patient devrait garder ce traitement? C'est une bonne question. Mais en tout cas, ce que les études montrent, c'est que quand, dans les études, on a un groupe de patients qui arrêtent le traitement, et ben, malheureusement, on a une reprise de poids quand on a arrêté le traitement. D'accord? Donc, la question, c'est si on considère que que l'obésité est une maladie chronique, est-ce que le traitement ne devrait pas être au moins sur le long terme? Bon, ce n'est pas moi qui vais répondre à la question. En tout cas, les études montrent quand même qu'à l'arrêt du traitement, on reprend du poids, mais c'est ce qu'on constaterait également sur un traitement, par exemple, de l'hypertension. Un patient qui va prendre son traitement va avoir la tension qui va diminuer. Le jour où il va arrêter de prendre son médicament pour la tension, l'hypertension va augmenter. D'accord? Donc, est-ce que c'est illogique? Est-ce qu'on n'aurait pas pu s'attendre à ces résultats? Je vous laisse en juger. Là, on a une étude qui est très intéressante. Je vais vous expliquer. C'est l'étude SELECT. Donc, l'étude SELECT, c'est quoi? C'est toujours donc, le laboratoire du sémaglutide qui a dit, OK, très bien, on marche, enfin, le médicament marche sur le poids. Très bien, sauf que, est-ce que du coup,
au-delà du poids, est-ce qu'on n'aurait pas une efficacité également sur d'autres facteurs, sur d'autres maladies, sur d'autres pathologies? Et donc, toujours sur un groupe de patients qui n'avaient pas de diabète, mais cette fois en prévention secondaire, c'est-à-dire qu'ils ont déjà eu un événement cardiovasculaire. Donc, souvent, c'est des patients à risque. On a tendance à exclure des études. Là, la question, c'est finalement, est-ce que ces patients qui vont prendre ce médicament, ils ont plus de risques de mourir que les patients qui ne prennent pas ce médicament? Voilà. En pratique, c'est ça qu'on veut comprendre. Et donc, ce qu'on peut voir sur ce graphique, c'est que, à l'inverse, les patients qui prenaient le semaglutide avaient moins d'événements cardiovasculaires mortels que les patients qui ne prenaient pas le semaglutide. D'accord? Donc, on a une réduction d'à peu près 20% d'événements cardiovasculaires mortels. Donc, non seulement ces médicaments marchent déjà sur le poids, mais en plus, on peut considérer que c'est des médicaments plutôt sûrs. D'accord? Vous allez me dire, OK, mais quels sont les effets secondaires de ces médicaments? Quels risques on prend quand on les prend? Les effets secondaires les plus fréquents et qu'on va retrouver chez la plus grande majorité des patients, ce sont des symptômes principalement digestifs. D'accord? Donc, quand je dis digestif, c'est des maux de ventre principalement, des nausées, parfois jusqu'au vomissement et des troubles du transit de type diarrhée-constipation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces traitements, que ces effets secondaires vont être temporaires et réversibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces effets secondaires, on les constate principalement en début de traitement, donc quand on commence le traitement, et au moment où on va augmenter les doses. D'accord? Donc c'est pour ça que d'ailleurs, quand on prescrit ces médicaments, on va sur une augmentation de la posologie qui est progressive, une augmentation du dosage. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on peut constater que ces effets secondaires, ils sont plus fréquents quand les patients vont avoir des erreurs diététiques. Par exemple, quand ils vont manger trop gras, trop sucré ou trop. D'accord? C'est-à-dire qu'ils sentent qu'ils ont plus faim, mais ils continuent à manger parce qu'on a l'habitude de finir son plat ou parce que c'est quelque chose qu'on aime et qu'on a envie de finir. Et ben, les patients vont avoir ces symptômes. Mais ce sont des symptômes qui vont rester de façon temporaire et en général, si on réaméliore l'alimentation, les symptômes vont commencer à disparaître avec des patients qui, au final, tolèrent très bien les médicaments. Donc, souvent, moi, ce que je recommande, c'est qu'avant de débuter le traitement, on ait déjà commencé les traitements non médicamenteux de type diététique, de façon à ce que le patient tolère le mieux possible ces médicaments. Ce qu'on peut aussi craindre avec ces médicaments, c'est que, au final, vous avez vu, hein, la perte de poids, elle n'est pas négligeable. On est à plus de 10% du poids du corps. On peut craindre une fonte de la masse musculaire, par exemple. Et donc, c'est pourquoi, comme dans la chirurgie bariatrique, enfin, comme dans les traitements chirurgicaux, le traitement médicamenteux ne se fait pas aux dépens du traitement non médicamenteux et les deux doivent rester évidemment associés de façon à ce que quand le patient arrive à perdre du poids grâce aux médicaments, grâce à une activité physique régulière, on puisse garder une bonne masse musculaire et perdre principalement du gras. En tout cas, c'est ça notre objectif. Il y a d'autres médicaments qui existent. Comme je vous ai dit, un des principaux points négatifs des agonistes du GLP-1, c'est qu'aujourd'hui, ils existent que sous la forme d'injection. Il y a une étude qui est en cours avec du semaglutide sous forme orale. Alors, le problème, c'est que on a besoin d'une dose 25 fois plus importante pour réussir à avoir le même résultat. Mais en tout cas, l'étude qui est actuellement en phase 3, c'est-à-dire le médicament n'est pas encore commercialisé, montre quand même des résultats assez intéressants. Et tout est sous forme d'études, hein, je sais, mais bon, c'est vrai que médicalement parlant, pour pouvoir juger de l'efficacité d'un médicament, aujourd'hui, on se base principalement sur des études. Mais autre molécule dont je voulais vous parler qui semble très prometteuse aussi, le tirzépatide, qui lui est une bithérapie agoniste du GLP-1 et GIP,
qui, dans l'étude qui a été réalisée et qui est parue en 2022, montre là une perte de poids dans le traitement, quand il est donné à 10 mg, 15 mg, une perte de poids en moyenne de 20% du poids du corps. D'accord? Donc là, on vient rivaliser avec un traitement chirurgical finalement, hein, puisque vous vous rappelez, la cible, perte de poids moyenne, 20 à 25% du poids du corps. Donc là, on touche du doigt presque un traitement chirurgical. Alors, les études, malgré tout, sont faites pour l'instant sur du court terme. On n'a pas autant de recul que avec la chirurgie, ou comme vous avez pu voir dans l'étude SOS, on a 20 ans de recul. On n'a pas le même recul, mais en tout cas, les résultats semblent quand même prometteurs avec, avec déjà une molécule qui est disponible aux États-Unis. Donc, pour résumer, aujourd'hui, des traitements de l'obésité, on en a de plus en plus. Le traitement, la base, ça reste le traitement non médicamenteux. Et après, quel que soit ce qui est associé, ce traitement non médicamenteux reste primordial, même si à lui seul, il ne réussit pas à avoir des résultats aussi impressionnants que ce qu'on peut avoir dans le cadre d'un traitement médicamenteux par agoniste du GLP-1 ou d'un traitement chirurgical. Je voudrais conclure parce qu'au final, dans ce diapo, enfin, dans ce topo, j'ai beaucoup parlé de poids, mais que les recommandations de la HAS nous rappellent qu'évidemment, la prise en charge de l'obésité ne se résume pas à un objectif pondéral, un objectif de perte de poids, mais concerne l'ensemble des retentissements qui peuvent être liés à l'obésité, que ce soit médical, que ce soit psychologique ou mécanique avec la mobilité. Merci pour votre attention. Donc, du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on commence à regarder un petit peu les questions qui sont dans questions-réponses. Je ne sais pas si vous avez commencé un petit peu à les regarder. Donc, du coup, je crois que Florence, il y avait une question pour vous. Est-ce que c'est réservé aux post-chirurgie bariatrique, par exemple, toutes les ceintures que vous avez pu montrer? Non, du tout, non, non, non. Et il y a des textiles adaptés et une prise en charge avec un type de réglage qui est adapté en post-chirurgie. Mais lorsque c'est un parcours d'accompagnement de nutrition, on est sur parfois d'autres modèles de ceinture avec un peu moins de réglage puisque la perte de poids est beaucoup plus lente. Donc, on adapte. Non, non, ce n'est pas réservé qu'au post-chirurgie, hein. Ça peut être en pré-op, en post-op et dans le cadre des accompagnements en nutrition. Super. Et donc, vu qu'on est sur ce sujet-là, il y a eu pas mal de questions concernant les remboursements des ceintures. Oui, en effet, j'en ai pas parlé. C'est un remboursement à 100% par les caisses de sécurité sociale. C'est sur prescription. Il n'y a pas de dépassement. On applique du tiers payant. Je pense que le docteur a parlé aussi des difficultés financières de ce public obèse. Donc, on est là aussi pour s'adapter à ce public-là. Et sur prescription, je crois qu'il y a eu quelques questions de médecins en me disant, est-ce qu'en tant que médecin généraliste, je peux prescrire? Oui, il n'y a pas de limitation. Médecin spécialiste, médecin généraliste, chirurgien, tout le monde peut prescrire. Peut-être qu'alors, comme c'est réglementé, je peux peut-être faire passer à Marion l'intitulé exact de la prescription parce que c'est assez précis et c'est très exigeant. Voilà. Super. Merci beaucoup, Florence. Je retourne un petit peu sur les traitements médicamenteux qui font beaucoup de questions, Perle. Ouais. Il y a beaucoup de questions sur les risques et les effets secondaires, déjà, là, sur les dernières. Alors, qu'est-ce que vous Alors, pensez, donc, dans les analogues du GLP-1, donc les effets secondaires principaux, on a des digestifs très fréquents, mais temporaires. On avait au début une petite crainte par rapport aux pancréatites. Donc, chez les patients qui ont un antécédent de pancréatite, on leur dit qu'il y a un risque d'en faire un petit peu plus, mais c'est pas vraiment finalement si documenté que ça. Mais voilà, on a une précaution d'emploi chez les patients qui ont eu un antécédent de pancréatite de récidive. Et
Il y avait un doute sur la survenue d'un cancer de la thyroïde, bon, qui a été éliminé. Et oui, c'est associé plus souvent au lithiase vésiculaire. Le problème, c'est qu'en fait, la lithiase, c'est fréquent aussi en cas de chirurgie, mais c'est lié à la perte de poids et pas au traitement en lui-même. Voilà. Donc, au final, pour l'instant, en tout cas, euh, pas de gros risques, en tout cas documentés ou observés au cours des différentes études. Et comme vous avez pu voir, à chaque fois, bon, je mettais le nombre de patients qui ont été étudiés, même si voilà, je ne l'ai pas redit à l'oral, mais c'est vrai que les laboratoires sont attendus au tournant parce qu'on a eu des déboires avec des traitements pour l'obésité et que donc là, les laboratoires, ils se blindent d'études pour montrer qu'ils sont sûrs et que leurs traitements sont sécures. D'où, par exemple, la dernière étude sur les risques cardiovasculaires. D'accord? Donc aujourd'hui, en tout cas, en tant que professionnel de santé, on a plus d'arguments en faveur des traitements que contre. D'accord. On a aussi pas mal de questions sur les coûts. Donc, est-ce qu'il y a des prises en charge sécurité sociale quand c'est prescrit par un Alors, hospitalier? Il y a vraiment beaucoup de questions ouais. sur les coûts. Donc, c'est vrai que je suis allée vite sur ce sujet, mais c'est très important. Aujourd'hui, en France, les patients sont séparés en deux groupes. D'accord? On a le groupe des patients qui ont un diabète et pour qui ce traitement, donc d'ailleurs les laboratoires ont fait deux noms différents de la molécule en disant il y a une des molécules qui doit être prescrite uniquement pour les patients qui ont un diabète et l'autre molécule doit être prescrite uniquement pour les patients qui ont une obésité. Donc aujourd'hui, quand l'indication de ces traitements, donc par exemple pour le liraglutide, quand l'indication c'est diabète, le traitement Victoza, entre guillemets, enfin, parce que c'est le nom commercial, est pris en charge. Alors que quand l'indication c'est obésité, le traitement est à la charge du patient. Pour avoir une idée, le liraglutide dans l'indication obésité, moi les retours que j'ai eu des patients, c'est qu'on était en fonction des pharmacies et du dosage entre 200 et 300 euros par mois. De la même façon avec le sémaglutide, quand l'indication c'est diabète, l'Ozempic est pris en charge par la sécurité sociale. Quand le sémaglutide est prescrit pour une obésité, théoriquement déjà, le patient ne peut pas en avoir parce qu'on n'a pas de Wegovy en France. Donc voilà, déjà, donc théoriquement, en tout cas, c'est même pas payant puisqu'on le pharmacien n'est pas censé délivrer de l'Ozempic qui, a priori, devrait être réservé pour les diabétiques. Alors, pourquoi je mets beaucoup de guillemets et pourquoi je prends beaucoup de pincettes? Parce que ce qu'il faut bien comprendre, je ne sais pas si j'ai été très claire là-dessus, c'est que c'est la même molécule. D'accord? Le sémaglutide, que ce soit de l'Ozempic ou que ce soit du Wegovy, c'est la même molécule initialement. D'accord? Comme de dire le Dafalgan et et le Doliprane sont la même molécule qui est le paracétamol. D'accord? C'est juste que le Wegovy, il va avoir des dosages beaucoup plus importants, il va monter plus haut que l'Ozempic. C'est comme si on dit Doliprane, il fait que du 500, alors que Dafalgan, lui, il va faire du 1000. D'accord? Et que donc, comme Dafalgan, il va faire du 1000, en cas de douleur, on doit donner que du Dafalgan, et en cas de maux de tête, on va donner que du Doliprane. D'accord? Donc, c'est assez exceptionnel que aujourd'hui, on sépare deux maladies, on sépare les patients en deux groupes. Ceux qui ont presque de la chance, entre guillemets, qui vont avoir un diabète et qui donc vont avoir le droit à ce médicament, et ceux qui n'auront pas de chance et qui sont n'ont pas un retentissement métabolique de leur obésité, ou en tout cas pas pour l'instant, et vont être obligés à nouveau, comme dans beaucoup de traitements de l'obésité, de payer leur traitement. On a du coup, concernant les traitements, on a aussi des personnes qui certaines ont eu un bypass ou une opération, mais qui ont eu de nouveau un IMC élevé. Est-ce que ces personnes-là peuvent envisager un traitement médicamenteux? Oui. Alors, donc, il faut comprendre que les médicaments, c'est nouveau, d'accord? On ne les a pas depuis longtemps.
Donc aujourd'hui, se pose la question de leur place dans le parcours de soins de la prise en charge de l'obésité. D'accord? Est-ce que ça se discute, par exemple, de mettre, le jour où ça sera remboursé, j'ai envie de dire, les patients sous traitement médical avant de leur proposer une chirurgie et éventuellement de proposer une chirurgie qu'en cas d'échec du traitement médical. D'ailleurs, j'ai lu les recommandations qui sont récentes pour voir euh, est-ce que les médicaments étaient expressément cités avant une chirurgie. Donc non, pour l'instant, ils ne sont pas expressément cités parce qu'ils mettraient tous les professionnels en difficulté quand on a des patients qui ne peuvent pas payer euh, euh, parce que 100 ou 200 euros par mois, pas tout le monde peut se le permettre. Donc ça mettrait à la fois les professionnels et à la fois les patients en difficulté. Mais aujourd'hui, se posera la question le jour où ces médicaments seront remboursés, de les proposer éventuellement en systématique avant un projet de chirurgie et de voir comment le patient répond à ces traitements. Parce que comme on a vu, il y a des patients qui répondent très très bien. Et aujourd'hui, s'utilise de plus en plus chez les patients qui ont déjà bénéficié d'une première chirurgie qui sont en échec, c'est-à-dire qui reprennent du poids ou qui n'ont pas perdu le poids qu'ils auraient aimé, entre guillemets, ou qu'on aurait souhaité pour eux, et avec qui on va pouvoir se tourner vers les traitements. Exactement. Et de plus en plus de centres, plutôt que de reproposer une deuxième chirurgie ou d'être démunis, d'ailleurs, vont proposer maintenant de plus en plus des traitements. Alors, alors à nouveau, je ne suis pas rentrée dans les détails, mais il y aurait plein de choses à dire, mais concernant l'accès à ces médicaments, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a un accès très limité aujourd'hui. C'est-à-dire que, par exemple, pour ce qui est Wegovy, aujourd'hui en France, théoriquement, n'y ont eu accès que les patients qui ont été inclus dans un protocole dans un grand service hospitalier comme peuvent être certains CSO. D'accord? En ville, on ne peut pas se procurer aujourd'hui du Wegovy. D'accord? Je ne dis pas qu'on ne peut pas se procurer de semaglutide, mais qu'on ne peut pas se procurer du Wegovy. Donc, on a un petit retard par rapport aux États-Unis, ça c'est sûr. Eux, ils ont déjà même le tirzépatide qui est disponible. Quand on pose la question au laboratoire, il nous dit que théoriquement, d'ici quelques mois, d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine, ça devrait être pris en charge. On espère. Ok. Alors, on a aussi des questions un petit peu plus pour comprendre un petit peu plus ce que vous avez présenté tout au long du webinaire. On a des personnes qui se demandent qu'est-ce que les comorbidités, qu'est-ce que c'est que le bending. En fait, qu'est-ce qui fait les études que vous avez présentées là à la fin? C'est plus pour qu'ils puissent un petit peu comprendre. D'accord. Alors, comorbidité, c'est moi ce que j'appelle les retentissements. C'est-à-dire toutes les maladies qui vont découler ou qui vont être associées de façon plus fréquente statistiquement à l'obésité. D'accord? Donc, ça va être typiquement diabète, hypertension, cholestérol, apnée du sommeil, stéatose hépatique, mais également dépression, arthrose, infertilité. D'accord? C'est ça une comorbidité. C'est-à-dire qu'une maladie qui va être fréquemment associée et moi je dis même un retentissement parce que c'est une maladie dont on sait que si on arrivait à améliorer ou à traiter l'obésité, on aurait un retentissement positif sur ces maladies qui en découlent. D'accord? Voilà, souvent par exemple pour le diabète, c'est assez clair. On dit aux gens, il faut perdre du poids, ça va améliorer votre diabète. D'accord? Parce que le diabète est une comorbidité de l'obésité, ou pareil pour la tension, ou pareil, encore plus fréquent pour l'apnée du sommeil. Aujourd'hui, l'apnée du sommeil, quand vous en avez une, le médecin qui vous a diagnostiqué, il vous dit, je peux vous mettre la machine parce que vous avez l'apnée du sommeil, mais si vous voulez faire disparaître votre apnée du sommeil ou la traiter, la soigner, il faut perdre du poids. Donc ça, c'est comorbidité. Et les études, alors, à nouveau, je répète, je sais que c'est un petit peu, ça peut paraître un peu pompeux ou un peu voilà, mais aujourd'hui, en médecine, c'est-à-dire surtout quand on parle de nutrition, de poids, on entend tout et son contraire. D'accord? Donc, on est obligé, en tant que professionnel de santé, de se référer à quelque chose d'objectif. D'accord? Aujourd'hui, ce qu'il y a de plus objectif, c'est une étude où on va prendre, je dis n'importe quoi, 1000 patients 2000 patients qui sont à peu près similaires, qui ont à peu près les mêmes poids, les mêmes problèmes de santé. On va les diviser en deux groupes
Et on va dire, chez un de ces groupes, je donne le médicament A et chez l'autre groupe, je donne un placebo, souvent, c'est-à-dire du sucre ou un faux médicament. Et je vois, est-ce qu'il y a une différence sur ces deux groupes quand je les suis, donc quand je regarde ce qui se passe sur un mois, 2 mois, 10 mois, 1 an, 2 ans, 20 ans. Et il n'y a que comme ça aujourd'hui où scientifiquement, on peut affirmer que tel ou tel médicament a un effet intéressant ou pas. C'est-à-dire, on ne peut pas aujourd'hui, nous, en tant que professionnels de santé, dire, moi, j'ai eu un patient pour qui, moi, j'ai 3 patients dans ma consultation pour qui, je dis n'importe quoi, euh, la fleur de pâquerette, ça soigne le diabète, donc la fleur de pâquerette, ça soigne le diabète. D'accord? On doit avoir une étude avec 1000 patients qui prennent la fleur, 1000 patients qui ne prennent pas la fleur et qu'on voit que majoritairement, les patients qui prennent la fleur ont une amélioration. D'accord? On ne peut pas juste dire, moi, chez mes patients, ça marche. Non. C'est pas comme ça qu'on est scientifiquement rigoureux. Voilà. Donc, d'où le fait que quand on parle d'un médicament aujourd'hui en médecine, on vient citer une étude qui est faite sur plusieurs dizaines, voire centaines de patients pour que là, on ait un vrai impact. Ok. On a aussi des questions concernant les TCA. Donc, en fait, est-ce que voilà, les médicaments présentés ils sont compatibles avec ces TCA? Qu'est-ce qu'il en est des TCA après la chirurgie bariatrique? Est-ce qu'il y a des conseils? Est-ce que sur le long terme, comment on les traite? Donc, on a Alors, beaucoup de questions sur les TCA. ouais, le traitement des TCA est très complexe, d'accord? Puisque, bah, comme l'obésité, c'est un traitement qui nécessite plusieurs professionnels de santé, diététiciens, psychologues, médecins. Donc, euh, et en plus, ça a fait lieu du topo, c'était le sujet du topo d'hier, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Par contre, TCA et chirurgie bariatrique, aujourd'hui, on sait qu'un patient qui souffre de TCA a plus de risques d'échec d'une chirurgie bariatrique qu'un patient qui n'en a pas. Donc, les recommandations sont que si on diagnostique un TCA chez un patient qui a un projet de chirurgie bariatrique, on va contre-indiquer temporairement la chirurgie en attendant qu'il règle, entre guillemets, ou en tout cas qu'il traite ses troubles du comportement alimentaire. À l'inverse, quand un patient va redévelopper des troubles du comportement alimentaire après la chirurgie, bah, c'est un risque d'échec augmenté des résultats de la chirurgie. D'accord? Donc, d'où le fait que tout le bilan qu'on fait avant une chirurgie doit justement nous permettre non seulement de dépister ces troubles de comportement alimentaire, mais théoriquement aussi de les traiter. Et c'est vrai que certains patients le vivent très mal qu'on leur dise qu'ils ne sont pas prêts pour une chirurgie bariatrique. Mais il faut leur expliquer que c'est pour leur bien. Si pour l'instant, on leur dit que tant qu'il y a des compulsions, qu'il y a des crises, que voilà, le risque de les opérer, c'est qu'il y ait un échec de la chirurgie. D'accord? Donc ça, c'est par rapport à la chirurgie. Concernant TCA et traitement médicamenteux, il n'y a pas de contre-indication a priori aujourd'hui. Sauf que, comme je vous l'ai dit, les effets secondaires des traitements vont être plus fréquents quand il y a une alimentation trop grasse, trop sucrée et trop importante. Sauf que typiquement, une compulsion, ça va être, je caricature un petit peu, mais une alimentation trop sucrée ou trop grasse ou trop importante. Donc le risque, c'est au-delà du risque d'échec que le traitement ne marche pas. C'est un risque que le patient il se sente pas bien en fait, qu'il ait les effets secondaires, qu'il vomisse, qu'il ait des douleurs, des troubles du transit. Donc ça, après, je peux pas dire si on contre-indique ou c'est indiqué. C'est au cas par cas. C'est pour ça que de toutes les façons, quand des traitements par agonistes du GLP-1 seront prescrits, que ce soit par un généraliste ou un nutritionniste, malgré tout, c'est quand même recommandé de continuer le suivi du patient et d'adapter. Si le patient vous dit qu'il a essayé, mais que les troubles du comportement, pour l'instant, l'empêchent de supporter le traitement, bah, de toutes les façons, il va l'arrêter. Et donc, c'est dommage. Moi, parfois, je préfère dire à mes patients, pour l'instant, je ne vous prescris pas de traitement médicamenteux parce que, au vu de ce que vous me racontez en consultation, vous allez être malade, vous allez être pas bien et vous allez arrêter ce médicament qui est un bon médicament et dont on n'a pas beaucoup d'alternatives aujourd'hui. Mm. Donc, parfois, ça peut valoir le coup, comme avec la chirurgie, d'avoir un petit peu de préparation en amont pour débuter le traitement dans de bonnes conditions.
Donc la dernière, il y avait quelqu'un qui se posait des questions un peu plus sur les ballons gastriques. Enfin, qu'en est-il de l'efficacité des résultats? Alors, le ballon gastrique, l'avantage, c'est que c'est une technique peu invasive, qui va être réversible. Les gens aiment bien quand c'est réversible, ça va être temporaire. Euh, L'inconvénient, il y en a plusieurs. Déjà, c'est que c'est pas pris en charge pour l'instant, en tout cas, et que alors je me suis un petit peu moins penchée sur les résultats pour vraiment vous donner un résultat chiffré, mais le problème des techniques qui sont temporaires, c'est que n'oublions pas que l'obésité est une maladie chronique. De la même façon que l'anneau, on voit une efficacité pendant qu'on pose l'anneau, on voit une reprise de poids quand on enlève l'anneau. De la même façon que le traitement médical, quand on le prend, on voit une efficacité sur la perte de poids et quand on l'arrête, on voit une reprise de poids. Le ballon, par principe, qui est une technique transitoire, sauf s'il permet voilà, s'il permet une prise de conscience, un changement drastique dans le mode de vie, le risque, c'est à nouveau la reprise de poids. Donc, je ne dis pas qu'il ne marche pas à court terme, je dis que sur le long terme, les résultats sont un peu décevants. Super. OK. Bon, écoutez, merci beaucoup. Merci à ceux qui sont restés un peu plus longtemps que prévu et merci du coup à Perle et à Florence de toutes ces informations que vous avez pu donner ce soir, de votre présence. Voilà, je vous souhaite une belle soirée à tous et merci beaucoup. Merci Avec beaucoup, plaisir. bonsoir.